9 novembre 1985. Et puis on retombe dans les barbelés et c'est plus enragé que jamais. Les nazis sont un très bon symbole des forces qui dominent la matière. Encore vu des horreurs cette nuit. S'il n'y avait pas Sri Aurobindo, ce serait tout à fait cruel et désespérant. Il y a toi. Comme par hasard, je tombe là-dessus. Article du Hindu, 8 novembre. Protection syrienne pour un fugitif nazi. Munich. Alois Brunner, un fugitif nazi accusé d'avoir participé à l'extermination de plus de 100 000 juifs, dans une interview mercredi, a dit avoir vécu pendant 30 ans sous la protection de la Syrie et avoir aidé ce pays dans un complot pour bombarder le Congrès mondial juif. Principal assistant du technicien de l'Holocauste Adolf Eichmann pendant la Deuxième Guerre mondiale, Brunner, âgé aujourd'hui de 72 ans, a été localisé et interviewé à Damas, capitale de la Syrie, par le magazine ouest-allemand Bunte. Il est accusé d'avoir organisé la déportation de plus de 100 000 juifs français, slovaques, autrichiens et grecs entre 1941 et 1945. Crime qu'il ne regrette pas, a-t-il déclaré à Bunte. Il a dit qu'après la guerre, il a pris le nom d'un collègue et a erré en Allemagne. En 1954, il est allé d'Amsterdam en Égypte puis à Damas. En 1960, il a été arrêté sur présomption de contrebande et interrogé par un officier haut placé de la police secrète syrienne que le magazine a nommé Lahan. Brunner a dit que l'attitude du policier envers lui a brusquement changé lorsqu'il a révélé son identité et ce qu'il avait fait pendant la guerre. Lahan s'est levé, m'a serré la main en disant « Bienvenue en Syrie, les ennemis de nos ennemis sont nos amis », a dit Brunner à Bunte. 10 novembre 1985. Voilà. Je suis au bout. J'ai cru entendre « Stand up and fight »,« Debout et lutte ». Donc c'est clair. Tu passes ou tu casses. On ira jusqu'au bout. Soit c'est tout à fait fou, cette marée de plomb qui monte depuis le bout des pieds et traverse ces milliards de nerfs jusqu'à travers le cerveau. C'est possible seulement parce qu'il y a un toi absolu, ou plutôt parce que c'est toi. Maintenant, je me souviens de cette vision que j'ai eue il y a 1 an ou 2, note de bas de page, voire carnet 4, 10 mai 1984, où l'on me disait « Tu vas subir une opération pour te changer en le fils de mère. Mais pour cela, il faut que tu sois très immobile en lettres capitales. » Et on me montrait le fils de mère, André Mauricet, étendu par terre comme mort. Il faut être comme mort. Le moindre mouvement ou la moindre réaction, contraction, ferait tout sauter. Je suis convaincu maintenant que ces difficultés nerveuses font partie du processus. Il faut aller jusqu'au bout. Ce matin, j'ai cru que je ne pouvais plus. Et puis il m'a semblé entendre cette voix. N'est-ce pas? Ce que personne ne peut comprendre, c'est ce grouillement de voix mortelles, perverses, qui revêtent tous les tons spirituels, entre guillemets, qui se servent de tout pour le tourner en leur maléfice insidieux. Et ce grouillement,
ne cesse de dire « Tu ne fais pas la volonté divine, sinon tu n'aurais pas mal. Tu ne fais pas ce que tu devrais. Tu n'es pas soumis à la loi, L majuscule. Tu as une ambition démesurée. C'est ton ego ou c'est ton atavisme et tel défaut et tel autre défaut. Voyons, tu vois bien. » Alors, on a envie de s'écrouler sous ce déluge sournois et méchant, d'autant plus que l'on ne sait rien de ce que l'on fait, ni où l'on va, ni si l'on fait bien ou mal. Alors ce stand up and fight était comme une rassurance divine. Vas-y! PS, je note aussi que ce grouillement méchant a pris des proportions exaspérées et harcelantes, avec des détails personnels que je ne dirai pas, depuis ma rencontre avec ce tantrique. Et ce ne sont pas seulement des voix, ce sont des forces. Certaines ressemblent à de micropolypes noirs-violets, d'un violet presque noir, avec des tentacules. Je les ai vues. Ou plutôt, je les ai crachées avec du sang. Si les hommes savaient tout ce qui grouille et domine leur vie, entre guillemets, ils seraient épouvantés. C'est, avec un tiret entre chaque lettre, l'apocalypse. A-P-O-C-A-L-Y-P-S-E. Ça sort. Nuit du 11-12 novembre 1985. Vision. Vu un débarquement des forces du Nouveau Monde sur la Terre. J'ai raconté à Sujata. Conversation avec Sujata. Le débarquement des forces du Nouveau Monde sur la Terre. Kali Puja. J'ai l'impression que ça a un sens général, tu comprends? Quand on voit les choses, toujours, ça a l'air tout naturel. C'est après qu'on se dit, mais peut-être que ça a plus d'importance que ce que je ne le pensais. C'était cette nuit. Nous sommes le 12, Sujata. Nous sommes le 12, c'est-à-dire la nuit du 11 au 12. Je devais me trouver à bord d'un grand bateau de guerre, comme sont les bateaux de guerre, c'est-à-dire, tu sais, ils sont de couleur grise. Enfin, je ne sais pas comment sont les marines du monde, mais en général, ces grands cuirassés, par exemple, cela a une couleur grise, un gris assez foncé. Il y a d'abord eu quelque chose tout en haut, comme dans la chambre du commandant. Ce n'était pas un commandant, c'était un amiral. C'était comme dans son appartement privé, tout en haut du grand cuirassé. Mais alors, de cela, je n'ai aucun souvenir, sauf que c'était une atmosphère d'un grand silence. Sujata. Silence? Quelque chose comme un silence, comme il n'en existe pas dans le monde, n'est-ce pas? Rien n'est jamais silencieux ici. C'est le seul souvenir que j'ai. C'est cet amiral que je ne pourrais pas décrire, un amiral très silencieux et dans un endroit extrêmement silencieux. Je te dis, comme rien n'est silencieux, ici le silence, c'est simplement qu'il n'y a pas de bruit. Je n'ai pas conservé de souvenir de cette scène-là, mais après je suis descendu dans ce grand cuirassé, n'est-ce pas, ce grand bateau, et alors il y avait des hommes habillés en bleu, un bleu assez clair, tu sais, un bleu dans lequel il y a un peu de blanc, comme des microscopiques points blancs. Alors, juste à une certaine distance, on ne voit plus de points. On voit que c'est un bleu un peu pas foncé, n'est-ce pas? Ils étaient tous rangés dans un ordre impeccable en italique, comme en rang, comme des gradins superposés. Je te dis ce que j'ai vu seulement. J'ai vu qu'il y avait peut-être une centaine d'hommes qui étaient là, je ne sais pas. Il y en avait peut-être plus. Un ordre, une propreté, un silence, c'était impeccable. Ils étaient tous vêtus de bleu. Ils n'avaient aucune arme. Mais ils avaient tous, je ne sais pas pourquoi ce détail m'a frappé, ils avaient tous un mouchoir bleu foncé, alors très foncé, un vrai bleu, bleu foncé, dans leur poche, tu sais, qui dépassait comme cela, geste à la poitrine.
Et ça, il n'y avait aucune arme à bord de ce bateau de guerre, et ce mouchoir bleu foncé me semblait avoir un sens très, très significatif, comme si c'était leur arme, en quelque sorte. Il y avait peut-être une centaine de ces hommes, j'en ai vu en tout cas peut-être une centaine. Ils étaient nombreux. Un ordre impeccable. Propreté, silence, cela donnait l'impression d'une organisation impeccable. Il y avait aussi comme un rang où il y avait des gens qui étaient vêtus de blanc, qui étaient blancs, je ne pourrais pas très bien décrire. Cela me semblait beaucoup plus libre, si je puis dire. N'est-ce pas? Ils n'étaient pas en rang comme des soldats, si tu veux. Il devait y avoir peut-être une dizaine de personnes. Cela me semblait plus libre, si tu veux, ou plus indépendant, en quelque sorte, que tous ces soldats qui n'avaient aucune arme. C'était des soldats sans armes. Ils avaient simplement cet uniforme d'un bleu un peu, pas très clair, mais un peu clair, comme le bleu des blue jeans, par exemple, tu vois, un peu comme cela, ce genre de bleu. Et cette pochette, ce qu'on appelle une pochette, ce mouchoir d'un bleu très foncé. Et ça, ils avaient tous cela. Ils étaient parfaitement organisés. C'était un ordre impeccable. Ils avaient tous ce mouchoir bleu foncé. Et il y avait simplement peut-être une dizaine de ces êtres blancs qui étaient un peu à part. Je ne sais pas ce qu'étaient ces êtres blancs, je ne me rends pas compte. Sujata. Ni leur fonctionnement, ni leur... Sauf qu'ils étaient plus, je ne sais pas si on peut dire indépendants ou quoi, ou plus spectateurs, ou plus... Ils étaient à part. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ce mouchoir bleu foncé avait pour moi un sens très fort. Pour moi, ce bleu foncé, c'est tout à fait le symbole du nouveau monde, n'est-ce pas? Parce que le bleu foncé, c'est la couleur du soleil bleu. Ce n'était pas lumineux, leur pochette, mais ce bleu foncé, pour moi, c'est comme un symbole de la puissance, P majuscule, nouvelle. Enfin, c'est ce que j'ai vu toujours. Sujata. Puissance sur la matière? Oui, sur ou dans la matière. C'est la nouvelle puissance, c'est le soleil bleu. Quand je vois cette lumière bleue, elle est toujours bleu saphir, n'est-ce pas? C'est un bleu puissant, très beau. Là, c'était simplement un mouchoir qui était bleu foncé. Mais enfin, cela me semblait être comme un... C'était leur arme. Il n'y avait aucune arme à bord, et à bord de ce cuirassé, de cet énorme bateau de guerre. Et tous ces hommes extrêmement bien organisés, en rang et ordonnés, silencieux, disciplinés. Et alors, c'est le seul souvenir qui m'est resté le plus clair, parce que tout d'un coup j'ai vraiment été surpris. Ce bateau, ce cuirassé, c'est un très gros bateau de guerre, hein, n'est-ce pas? Ce cuirassé s'est mis en mouvement, et il s'est mis en mouvement au milieu des rues. Enfin, ce n'étaient pas des petites rues comme sont les rues, c'était comme de grandes avenues, mais c'était dans le monde. C'était sur terre, avec une puissance, une vitesse prodigieuse, comme s'il y avait de l'eau dans les rues. Je ne voyais pas d'eau, mais enfin j'étais surpris de le voir tout d'un coup se mettre en mouvement dans les rues du monde. Ou d'une ville ou quoi, je ne sais pas. C'était pour moi probablement un symbole du monde. Il s'est mis en mouvement et il a commencé à naviguer là-dedans. Il tournait avec une puissance, une vitesse extraordinaire. Alors là, j'étais tellement surpris de voir ce cuirassé qui se met en mouvement dans le monde, sur terre, dans les rues, avec une puissance fantastique, une puissance et une vitesse. C'est cela qui m'a le plus frappé. Cela et puis l'organisation, la discipline de ces hommes bleus. Et pas une arme à bord, hein. Mais c'était comme un bateau de guerre. Comme un gros bateau de guerre, pas un petit torpilleur. Un gros cuirassé, n'est-ce pas? Sujata.
Et ces hommes, ils n'étaient pas d'un pays particulier. Non, pas du tout, c'était uniforme. Ils étaient des soldats. Des soldats, si je puis dire. Enfin, ils étaient tous dans cet uniforme. Des gens extrêmement disciplinés et silencieux et en rang. Ils exécutent, tu comprends, ce sont des soldats. C'est tout à fait anonyme, c'est-à-dire. Sujata. Ni occidental, ni oriental. Oui, ni occidental, ni oriental. Ils étaient dans leur uniforme pour une action quelconque, disciplinés. À part ce rang où il y avait ces hommes blancs, ces êtres, des gens qui avaient une peau blanche et des vêtements blancs, qui étaient comme à part. Je ne sais pas ce que c'était. Ils ne semblaient pas faire partie de la même discipline, si tu veux. Les autres, c'était des soldats anonymes, en uniforme. Soldats, on ne peut pas dire soldats, parce qu'ils n'avaient... Enfin, cela ne donnait pas une impression militaire. Mais enfin, cela donnait l'impression d'hommes d'action disciplinés en uniforme. Enfin, l'image qui m'a le plus frappé. J'étais tellement surpris quand tout d'un coup j'ai vu ce cuirassé qui s'est mis à foncer dans les rues, rire, sur terre, avec une vitesse alors prodigieuse. Cela m'a donné l'impression qu'il y a quelque chose qui se met en action. Sujata. Rapide, rapide, puissante, et sur terre. Il débarquait, le bateau débarque sur terre. Quoi? J'ai vu ça, c'est tout ce que je sais. Et le commandant, comment était-il? C'était un amiral, mais je ne peux pas dire. Dans mon esprit, c'était clairement un amiral. Je ne pourrais pas le décrire parce que cette image-là n'est pas restée. Je veux dire, aussi peau blanche ou... Oui, plutôt couleur blanche. Mais je ne peux rien dire de cela parce que vraiment je n'en ai pas le souvenir. Sauf que j'ai le souvenir de cet appartement et de ce silence, ce grand silence qui était là, sérieux. Enfin, sérieux. C'est un silence puissant, comme pouvait l'être le silence de Sri Aurobindo, j'imagine. C'est une substance de silence. Mais je ne pourrais pas dire qui, quoi, qu'est-ce. J'ai vu. Il m'est arrivé de voir Sri Aurobindo, mais je voyais. C'était Sri Aurobindo. Là, je ne peux pas dire, je n'ai aucun souvenir. Sauf que le souvenir le plus clair, c'est que je sortais de cet endroit de silence et que je voyais tous ces hommes disciplinés, et puis pas quelques-uns, j'en ai vu peut-être une centaine, dans cet uniforme, tous avec ce mouchoir bleu foncé, comme si c'était leur arme. Tu comprends? Bon. Sujata. Ce n'était pas ce bleu? Sujata montre. Non, non, bleu, ce qu'on appelle bleu marine, deep blue. Oui, ça, et même peut-être plus foncé que ça. C'est ce qu'on appelle bleu marine, n'est-ce pas? C'est-à-dire un bleu très foncé. Et leur uniforme un peu comme un blue jean, c'est-à-dire un bleu où il y a un peu de blanc dedans, tu comprends? Beaucoup plus clair. Mais cela comme un uniforme, avec cette pochette-là. Voilà. Alors cela donne l'impression qu'une action se déclenche, qu'une action de l'autre monde se déclenche, et ils débarquent sur terre. Sujata. C'est débarquer. Eh bien, ils étaient sur terre, c'est cela ma surprise. De voir tout d'un coup ce cuirassé se mettre en mouvement, et se mettre en mouvement dans les rues, rire. Et alors avec une vitesse, une puissance, une vitesse, surtout une vitesse. C'était formidable. C'est qu'il y a une action qui se déclenche. Et évidemment, une action de Sri Aurobindo et de Mère. Quoi? Nuit du 15-16 novembre 1985. Encore une vision bizarre qui semble indiquer que le temps de la réalisation est proche. Sinon, c'est une espèce de torture. C'est trop nouveau pour la nature du corps. On ne peut pas chercher cela pour soi, parce que c'est la démolition de tout ce qui fait le « pour soi », entre guillemets. Mais on cherche
pour ses frères de l'avenir, pour qu'aucun frère ne se suicide encore sous le poids de la misère, M majuscule, pour que la terre puisse sourire encore comme avant les hommes. 17 novembre 1983, 12 ans. Note de bas de page, départ de mère. 18 novembre 1985, que cette petite histoire se donne à la grande histoire, G majuscule, H majuscule. Après-midi. Toute l'après-midi, c'était votre victoire sur la terre, avec une puissance triomphante, comme il y a 12 ans, et ce, rien n'empêche. Vision. C'est curieux, cette nuit, je ramassais une plume de paon dorée dans une rue, semblait-il, et je remarquais, avec ce mental tout à fait matériel, comme je le ferais en observant la matière d'ici, tiens, il y a des oiseaux comme cela par ici. J'étais tout étonné. C'était une plume merveilleuse, d'un or léger, presque transparent, avec quelques dessins d'un or plus massif. Tiens, c'est vraiment très remarquable. C'est ce mental matériel, de l'être tout à fait matériel, celui que j'appelle l'ouvrier, qui semble avoir accès à l'autre région, une plume de paon doré. Soit la vie humaine est si petite, et elle peut abriter une si grande grâce, G majuscule, et on ne le sait pas. 19 novembre 1985. La névralgie se développe dans la jambe gauche aussi, je ne sais pas quoi faire. Soir, on se sent tellement peiné, physiquement peiné, comme un chagrin du corps, devant toutes ces négations, ces barrières, ces démentis. Et que faire? Que faire? J'ai envie de dire, comme mère, la victoire est certaine, mais par où faudra-t-il passer pour y arriver? Les deux grands terroristes, T majuscule, mondiaux, se réunissent à Genève. C'est peut-être ce nerf-là qui tire. Le monde est dominé par des forces sinistres, et chacun vote pour son président sinistre. 20 novembre 1985. Audition. L'ouvrier a entendu cette phrase cette nuit. C'est très difficile de rapprocher deux matières. C'est pour cela que ça prend du temps. Je crois que c'était mère. 3 points d'interrogation. Il y a donc deux matières à rapprocher. Après-midi. Toute l'après-midi, le corps a eu la sensation de vivre un miracle, mais il ne sait pas dire quoi. Quelque chose d'impossible, qui n'a pas de nom, même pas d'organe encore pour se percevoir. Ça se perçoit seulement par cette espèce d'impossibilité qui est possible, on ne sait pas comment. Logiquement, on aurait dit que tout le corps aurait dû sauter, s'atomiser ou se disloquer, et puis ça n'a pas sauté, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est peut-être cela, passer dans une autre matière. C'est-à-dire que c'est un autre possible, P majuscule, dans un vieil impossible. Je ne sais pas. Mais c'est comme miraculeux, sans qu'il y ait aucun miracle perceptible ou reconnaissable. Et là-dedans, toutes les névralgies étaient comme figées ou inexistantes. Oui, de
l'autre côté, dans la vieille matière, dans le vieil impossible, mais il y avait autre chose qui dominait. Et alors une solidité, S majuscule, immobile, faite d'une intensité vibratoire ou d'une densité vibratoire ou d'un courant si dense et si rapide qu'il est immesurable et transparent comme immobile. Solide comme du saphir et pourtant fluide. On a l'impression qu'ils essaient désespérément quelque chose. Et moi aussi, j'essaie désespérément. Il, I majuscule, Mershri Aurobindo. Soit, il y a 12 ans, aujourd'hui, ils ont vissé leur couvercle sur ce rayon de soleil.